Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum consacrée à la conjoncture politique au Togo cette semaine. Notre invité, Sénat Ali Pui, il est député à l'Assemblée nationale du Togo, député de l'Union des forces de changement, parti d'opposition, et le troisième vice-président, conseiller spécial du président de l'UFC, Gilchrist Olympio. Il est membre du Parlement de la CEDEAO, du Parlement panafricain également. Monsieur Ali Puissena, merci de rester avec nous. Et pour cette seconde partie, on va reprendre par la fin de la première. Nous étions en train d'évoquer le travail que vous avez fait en tant que député durant la session qui vient de prendre fin. Une session, on va dire, perturbée par l'état d'urgence sanitaire finalement. C'est tout le pays qui pâtit de la situation créée par la Covid. L'état d'urgence est une mesure difficile que le gouvernement a proposée et que la majorité et l'opposition a accepté pour nous permettre de sortir de crise. Et je vous rappelle que, je pense que c'est en janvier-février, nous avons connu un pic. Nous étions à plus de 2300 et quelques cas. On est descendu jusqu'à 111 cas actifs et maintenant je pense qu'on est autour de 200 et quelques cas. 300, ça remonte légèrement. On est autour de 300. La dernière fois que j'ai regardé, c'est il y a 2 jours, je crois de 256. Donc, ce ne sont pas des mesures pour punir les Togolais qui sont déjà sous le poids des difficultés liées à la pandémie, notamment les méventes, la vie chère et tout le reste. C'est des décisions difficiles pour arrêter l'hémorragie. Et bon, nous-mêmes, au niveau du Parlement, ça nous ralentit, ça paralyse, mais ce n'est pas une situation que nous avons créée, ce n'est pas une situation que nous avons voulu. C'est la réponse qui comporte le moins d'effets, d'externalités négatives face à la situation à laquelle nous sommes tous, parce que c'est tout le monde que la Covid frappe, pouvoir comme opposition, et l'état d'urgence sanitaire, c'est pour tout le monde. Dieu merci, on entend moins parler de bavures policières et tout le reste, mais moi je suis très préoccupé par la situation économique et la vie chère notamment. Mais je reste convaincu que nous avons pris une bonne décision en acceptant que l'état d'urgence soit prorogé jusqu'en septembre. Nous devons nous tenir les coudes, faire preuve de plus de solidarité dans le pays pour faire face à cette crise-là. Et respecter les mesures barrières, comme vous le faites régulièrement, en vous désinfectant les mains. Mais quel contrôle exercez-vous sur l'exécutif à qui vous avez accordé le plein pouvoir durant cette période, cette si longue période? Alors, il faut comprendre une chose. Au niveau du Parlement, comme je l'ai peut-être dit avant ou dans une autre émission, l'opposition au Parlement, elle est plurielle. Donc, vous avez d'un côté l'UFC, vous avez de l'autre le NET, le PDP. Ils sont ensemble dans le cadre d'un groupe parlementaire. Vous avez également le MRC, vous avez le MPDD de Agbeo Mekodjo. Donc, vous avez plusieurs partis d'opposition au Parlement. Et nous essayons, ce n'est pas toujours facile, nous essayons, parce que nous avons des combinaisons de talents différents. Alors, on essaie d'optimiser ce que nous faisons. Alors, si vous prenez le cas du NET, du groupe parlementaire NET-PDP, particulièrement le NET, dont le président est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge, compétent également par ailleurs, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'interpellations écrites. On doit être à près d'une vingtaine, depuis un moment. Donc lui, il interpelle le gouvernement directement s'il y a quelque chose, un sujet. Il communique également beaucoup. Nous au niveau de l'UFC, ce qui nous concerne, moi, quand il y a un problème, je vais voir le ministre directement. J'appelle ou j'envoie une lettre pour prendre rendez-vous et je pose le problème. Les dernières rencontres qu'il y a eu à la rentrée scolaire, j'ai été voir le ministre de l'Éducation. Là, je suis en attente pour voir le ministre de la Santé, justement. On a rencontré le ministre de la Sécurité. Donc, quand il y a un problème... Vous avez vu le ministre du pétrole aussi? Quel pétrole? Le pétrole imaginaire? Je ne sais pas, peut-être que on vous a offert un bloc quelque part en mer. Vous savez, l'année passée, à cette période de l'année, on a voulu me manger vivant pour des affaires de pétrole. Donc, bon, c'est en justice, je crois. Donc, laissons la justice faire son travail. Je crois qu'il y a... Bon,
parlons de choses plus intéressantes. Ah, le pétrole, dans le sens de l'augmentation des prix du pétrole. Oui, ça. Donc la vie chère, ça c'est une mesure difficile. Je n'ai pas à la justifier, c'est le gouvernement qui l'a prise. Moi, je trouve que la vie coûte cher. Et si le gouvernement peut subventionner, qu'il subventionne. Parce qu'une fois que vous augmentez le prix du pétrole, du carburant, ça a un effet de chaîne, sur toute la chaîne. Hein. Tout le transport, tout augmente. Mais je n'ai pas encore rencontré ou demandé à rencontrer le ministre du Commerce concernant l'augmentation des prix du carburant. Je pense que c'est... Je vais voir, je pense que peut-être Jerry peut avoir fait une saisine ou quelque chose dans ce sens-là. Mais en gros, l'idée, ce que je voulais dire, c'est que l'opposition étant plurielle, nous avons plusieurs méthodes de travail. Si Jerry a interpellé le ministre par écrit sur une question, je ne vais pas aussi aller le rencontrer ou faire une deuxième interpellation écrite. On va tous attendre la réponse. S'il y a un autre problème, je m'en saisis et je le fais. Donc, on essaie de travailler en bonne intelligence. Et vous avez des expériences qui sont variées. Il y a des gens très talentueux dans le groupe parlementaire Net PDP. Il y en a aussi à l'UFC. Ils ont des expertises que nous n'avons pas. Et bon, on essaie de travailler en bonne intelligence pour jouer ce rôle de contre-pouvoir. Parce que finalement, c'est ça notre mission au Parlement comme parti d'opposition. Hein. Mais est-ce que vous pourrez jouer continuellement votre rôle de contre-pouvoir sans aboyer de temps en temps? Que dans cette docilité, est-ce que vous pouvez avoir des résultats? Une opposition qui n'aboie pas de temps en temps, c'est une opposition qui ne fait pas peur. On préfère laisser les chiens aboyer. Nous sommes des gens responsables. Si Dieu nous a donné la parole et nous permet de nous exprimer, il faut être convaincant. Vous savez, dans un pays, et aux gens qui disent qu'il n'y a pas d'opposition au Parlement, moi je leur dis ceci. Dans un pays, et comme dans presque toutes les situations, il faut un équilibre. Si sur la balance du Togo, tout le monde est du même côté, il n'y a pas d'équilibre. Et c'est pourquoi, justement, il faut participer aux élections comme parti d'opposition pour qu'on essaye d'améliorer l'équilibre qu'il y a dans les différentes institutions où nous avons la possibilité d'élire des personnes. Et donc, je regrette encore que les autres n'aient pas participé aux élections. Mais bon, en 2024 ou en 2025, il y aura d'autres élections. Ils auront l'occasion de corriger cette erreur monumentale. Ceci dit, nous faisons ce que nous avons à faire pour maintenir un équilibre au Parlement avec les 14 députés, 14 députés qui sont de l'opposition. Pour revenir à notre sujet même, vous êtes partie prenante à un nouveau cadre de discussion politique. La création d'un tel canal, le CNAP, en dehors de l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas une anomalie? Non, pas du tout. Partout où est-ce que vous allez, vous avez des cadres de discussion. Plus de cadres on a, mieux c'est. Au niveau de l'Assemblée, nous votons les lois. Nous débattons en commission, nous avons un cadre structuré et dont ce que nous faisons a un impact immédiat et direct et important sur les populations. Bon, il y a des partis qui ne sont pas au Parlement, qui sont dans des conseils municipaux. Il y a des partis qui ne sont ni au Parlement, ni dans les conseils municipaux, mais qui existent. Il y a 120 partis. Nous pensons qu'il est très important dans la démocratie que nous essayons de bâtir que tout le monde soit entendu. Ce n'est pas parce que vous êtes entendu que vous avez forcément raison ou qu'on doit faire ce que vous voulez qu'on fasse. C'est important qu'il y ait la discussion. Alors, si au niveau du Parlement, nous discutons déjà et nous le faisons de façon civile, c'est pourquoi vous n'entendez pas d'aboiement, justement, parce que ce n'est pas nécessaire. Où on peut trouver un arrangement, pourquoi on va se bagarrer? Maintenant, au niveau de la CNAP, depuis 6 mois, le reste de l'opposition, ceux qui ont décidé de sécher leur linge sous la pluie, ont compris qu'il faut discuter. C'est la méthode Olympio Fornia Singbe de 2010. Après 11 ans, une étincelle est apparue dans leur esprit, j'imagine, j'espère, et ils comprennent qu'il faut se parler. Ils sont là depuis 6 mois. Et on discute. Et on fait des avancées. Petit à petit. Il n'y a pas de facilitateur extérieur. On est juste entre nous. Et on discute. De quoi la CNAP est-elle qualifiée à parler? La CNAP, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, je ne suis pas en mission officielle au nom de la CNAP, parce que vous savez, une des choses que je vous fais remarquer, c'est que lorsque nous avons démarré le dialogue, nous avons un arrêté ministériel dont je vous ai envoyé copie, puisque c'est public, qui définit le cadre dans lequel nous faisons ce dialogue. Mais nous avons également adopté un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur et dans les arrangements que nous avons eus, l'ensemble des partis
en plénière, nous avons convenu que nous n'allons pas nous exprimer sur les médias pendant le dialogue pour laisser le travail qui se fait se faire. C'est pourquoi on devait se rencontrer à quelques reprises auparavant. Je vous ai expliqué que je suis astreint au devoir de réserve parce que nous sommes engagés à ne pas parler à la presse, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on ait fini le travail qu'on est en train de faire et on fait le compte rendu. Donc c'est pourquoi vous ne nous entendez pas beaucoup. Bon, bien entendu, le respect de la parole donnée et des engagements pris n'est pas nécessairement le fort de tout le monde. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait des bêtises que nous en ferons aussi. Donc moi, je m'en tiendrai aux engagements que j'ai pris, que notre parti a pris, que le président Olympio a pris. Et on va avoir les discussions sur les choses dont on peut parler, mais on ne va pas pouvoir peut-être toucher au cœur de certaines choses. Question de respecter les engagements pris. Donc, vous me demandiez de quoi on discute à la CNAP. Au départ, il était question d'améliorer les conditions d'organisation des prochaines régionales pour que si jamais il y avait des insuffisances qui ont été constatées lors des derniers cycles électoraux présidentiels, législatifs et locales, on puisse faire les ajustements. 21 partis ont été invités sur la base du critère ayant participé à une des 3 dernières élections. Quand on utilise ce critère-là pour être impartial, 21 partis se dégagent du lot et ayant obtenu au moins un représentant à un niveau ou à un autre. Donc, 21 partis ont été invités. Lorsque nous nous sommes retrouvés, certains d'entre nous avons demandé l'élargissement de Madame Adjamagbo. Et quand bien même ce n'était pas un problème politique, à vrai dire, elle avait des problèmes avec la justice, Dieu faisant son œuvre, elle a recouvré la liberté pour notre plus grand bonheur à tous. Et on espérait donc qu'elle vienne se joindre au dialogue pour qu'on puisse discuter. Puisque tout le monde est là, on discute. Si tu as un problème, tu emmènes, on discute. Bon, malheureusement, ils ne sont pas là. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on était 17. Et puis le quart aussi s'est retiré. Et on s'est retrouvé à 16. Donc, au jour d'aujourd'hui, à cette heure-ci, nous sommes 16 à la CNAP, en train de faire le travail qu'il y a à faire. Donc, au début, il n'était que question d'améliorer les conditions d'organisation des prochaines élections régionales. Mais quand on s'est retrouvé à 16, on a dit, il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Il y a la Constitution, il y a le Code électoral, il y a la loi sur la décentralisation, la charte des partis. Il y a beaucoup de sujets. Je vous les donne pêle-mêle. Je ne suis pas précis puisque je ne veux pas vous donner des informations précises. Donc, disons que je parle de façon... Langue de bois. Voilà. Oui, et je l'assume. Je veux dire, je veux pas vous mentir. Donc, nous nous sommes entendus sur une quinzaine de sujets que nous allons débattre de ça et c'est même ouvert. Si quelqu'un d'autre a un autre sujet, il l'emmène. On est tous d'accord, on va l'aborder. Et c'est pourquoi ça prend du temps. On a presque abordé tous les sujets et ça se passe relativement bien. Donc sur les 15, combien de sujets avez-vous déjà Ça, c'est une question technique que vous me posez. On a presque tout fini. Il doit en rester peut-être deux ou 3. On a presque tout touché et on va finir. On va finir dans les jours qui viennent, je dirais. Oui, ça sent la fin avec la sortie de certains partis politiques, notamment l'Alliance nationale pour le changement. Vous avez sans doute suivi cet épisode-là. Ils ne sont pas très satisfaits du déroulement des travaux. Ils réclament plus de sérieux. Alors, je ne vais pas vous dire et demander ce que vous pensez, mais est-ce que ça ne va pas perturber l'atmosphère là-bas des discussions? Est-ce qu'ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire? Bon, vous savez, je préfère ne pas commenter publiquement les propos attribués ou les propos tenus par un parti membre de la CNAP, puisque nous nous sommes dit que les problèmes que nous avons listés, nous en parlons là, nous n'en parlons pas dehors. Bon, si quelqu'un ne respecte pas les engagements pris ou bien commet l'insuffisance d'aller sur la place publique, je ne suis pas obligé de le suivre dans cette erreur-là. Moi, quand on s'engage, on donne sa parole, il faut la respecter. Mais sur le fond, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec eux sur la forme, mais sur le fond, je ne suis d'accord avec eux ni sur la forme ni sur le fond. Je pense que quand on fait des discussions de ce genre-là, et on a le niveau de confiance qu'on s'est donné, et on a pu aborder les problèmes, des problèmes de fond,
On se dit la vérité les yeux dans les yeux. Parfois, on se sépare, on n'est pas d'accord, mais on sait ce sur quoi on n'est pas d'accord. Chacun va aller réfléchir pour voir si la nuit porte conseil. La pire des choses à faire, c'est de venir en public pour prendre les autres en otage en disant que bon, moi, ceci, moi, cela. Moi, j'ai pas cet âge. Je ne suis pas de cette école-là. Quand vous me donnez du respect, je vous en donne. On s'est engagé à travailler à huis clos, dans le respect, et c'est ce que j'attends que tout le monde fasse. Mais ça veut dire que vous ne vous concertez pas beaucoup, vous, parti de l'opposition. On se concerte quand c'est nécessaire et on discute, chacun a mené ses propositions. Mais bon, nous avons, comme tout le monde, vu que c'est dans la presse que quelqu'un fait une déclaration. Je ne veux pas donner de nom, je ne veux pas aller dans les détails. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Nous menons des politiques fécondes. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, ça portera un fruit. Je ne suis pas dans le spectacle. Je ne vais pas faire des conférences de presse, des déclarations tapageuses et dire des choses qui ne vont pas arriver. C'est notre style. C'est mon style. Donc, bon, j'assume la langue de bois en partie. Mais franchement, quand bien même ça me brûle, je brûle d'envie de répondre à des choses qui ont fait lever le peu de cheveux qui me restent sur la tête, j'aurai la discipline de respecter les engagements que j'ai pris, qui sont de garder la bouche fermée jusqu'à ce qu'on finisse les travaux. Il manque à la table de discussion, en tout cas en ce qui concerne les forces de l'opposition, certains que beaucoup ont appelé des poids lourds, notamment la dynamique Monseigneur Pojolo. Oui. Le PNP n'est pas partie prenante à ce dialogue, le Tikpi Al-Kadam. Le CAR a claqué la porte aussi. Du coup, on se dit, mais l'essentiel de l'opposition n'est pas représenté autour de la table. Bon, malheureusement, il y a deux instruments importants qui nous font défaut dans ce studio. Le premier, c'est une balance pour peser politiquement les gens. Et deux, c'est un outil qui s'appelle un sincéromètre pour déterminer à quel point les gens sont sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Pour ce qui est de la balance, le PNP, je ne connais pas leur poids politique. Ils ne participent pas aux élections. Si le poids de politique se détermine par rapport à l'audience dans la presse, je pense que nous avons un petit problème. Bon, le CAR, je connais à peu près leur poids récent. La dernière fois qu'ils sont passés chez le médecin pour se faire peser, c'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont été à l'élection, l'aiguille n'a pas beaucoup bougé. Je pense qu'on doit être autour de 1 ou 2%, pas plus que ça. Pas pour les insulter. Si 1 ou 2% de votre cœur ou d'un organe vital de votre corps est amputé, vous pouvez mourir. Mais pour dire que, de grâce, ne me servez pas l'argument du poids. Mais tout au moins, si vous voulez utiliser cette balance, et la dynamique Monseigneur Pojolo, ça pèse 20% environ. Mais eux-mêmes disent que c'est 60%. Donc moi, je ne veux pas leur donner de poids. Je tiens compte des chiffres officiels. C'est la CENI qui proclame les résultats et la CENI dit c'est 19%. La Cour constitutionnelle, autant pour moi. Ce que je veux dire, et donc je plaisantais tout à l'heure quand je parlais d'une balance pour peser les partis et d'un appareil qu'on appelle un sincéromètre. Nous, ce qui est vraiment important, et l'appareil, l'instrument que nous utilisons à ce dialogue-là, la balance que nous utilisons, c'est le poids des idées, le poids, la qualité des idées. Donc, vous pouvez ne pas être là. Nous avons eu l'occasion d'entendre et de lire des mémorandums émis par ces différentes formations politiques que je respecte et pour lesquelles j'ai beaucoup d'amitié et d'affection dans certains cas, puisque, bon, on a de très bonnes relations avec M. Agbeome Kodjo et d'autres qui ne sont pas là. Vous lui parlez de temps en temps à Agbeome Kodjo depuis son champ de maïs? C'est une question difficile que vous me posez, qui appelle une réponse logique qui serait non. Non, plus sérieusement, ça fait un moment qu'on n'a pas de ces nouvelles, en toute honnêteté. Mais nous suivons, nous entendons ce qui se dit, et ce que je peux dire, c'est que nous connaissons leur position, et nous connaissons l'argumentaire qu'il y a derrière leur position. Pareil pour le CAR, pareil pour la DMK et tout ce qui ne sont pas là. Bon, il y a aussi ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas qualifiés à être là, notamment le PNP, le parti des Togolais de Nathaniel Olympio qu'on suit. C'est le parti des Togolais, oui, de Nathaniel Olympio qu'on suit. Donc, nous, comme parti assumant la chefferie de l'opposition, chef de file de l'opposition, nous écoutons tout le monde. Qu'il nous parle ou bien qu'il parle en l'air, on écoute. Et nous pesons les idées. Si les idées qui sont émises dans ce qu'ils sont en train de dire sont bonnes, nous prenons, nous mettons, puisque nous sommes là à table. On peut emmener ces idées-là.
Et c'est ce travail-là que nous faisons. Maintenant, ceux qui doivent être à la table et qui ne viennent pas pour toutes sortes de raisons, nous souhaitons qu'ils viennent. Parce que dans le cas du CAR, ils n'ont pas démissionné de la CNAP. Le CAR est membre de la CNAP. Ils ont juste suspendu leurs travaux, leur participation aux travaux. Donc, à la prochaine réunion, ils peuvent se pointer. Leur chaise est là, il n'y a pas de problème. L'ANC est toujours là, il n'y a pas de problème. Bon, le PNP, ils n'ont participé à aucune élection. Donc, tout ça là pour dire que même s'ils ne sont pas là, nous, comme d'autres, je parle ici des FDR, de maître de mon aîné Dodji Apevon ou de mon aîné Antoine Folly, ou même encore de Chassona Traoré ou de mon grand frère Jerry Tahama, nous, les idées qui sont bonnes, qui vont permettre de faire avancer le débat, qui vont permettre de faire avancer le Togo, nous les portons. Mais certains auraient préféré une assise nationale. De quel type? Je ne veux pas vous effrayer avec conférence nationale, mais un dialogue plus inclusif. En quoi la conférence nationale est quelque chose d'effrayant? Il n'y a rien d'effrayant. Elle vient de l'ancienne méthode que vous n'épousez plus. Non, que je n'épouse pas. Il faut savoir que je n'ai jamais été partisan de la conférence nationale dite souveraine. Même au temps du radicalisme de l'UFC, j'ai toujours contesté la souveraineté possible de cette conférence-là, parce que ce sont des gens qui se sont cooptés. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des mouvements dans la rue, quelques personnes se sont cooptées, ils ont décidé que c'était représentatif de la société togolaise, ils se sont mis ensemble pour régler des problèmes. Au lieu de régler les problèmes, ils étaient là à parler d'agoutis, de tel a fait ci, de tel a fait ça. Et mieux, au mépris de l'accord qu'ils ont signé, qui les emmenait là, et là je reviens encore sur la question des engagements pris et du respect de la parole donnée. Oui. L'anniversaire. Ils ont proclamé la conférence nationale souveraine. Bon, à partir de là, elle ne pouvait qu'échouer. Parce que quand vous vous retrouvez pour régler un problème, au lieu de régler le problème, vous vous donnez des attributs, des titres, et en excluant les autres d'une certaine façon, la conclusion n'engage pas tout le monde, notamment ceux qui ont la réalité du pouvoir. Et je vais fermer cette parenthèse-là. Oui, pour revenir à la question, certains ça nous a amené dans dialogue. Parce que c'est aussi ça, une des raisons pour lesquelles nous sommes encore assis ici, en train de tourner en rond. On prend des engagements et on ne les respecte pas. Et comme on a toujours raison, la faute c'est toujours les autres, la conférence nationale dite souveraine ou soi-disant souveraine a accouché du Haut Conseil de, je ne sais pas quoi, de la République, HCR, qui est un parlement non élu, qui a pondu la Constitution de 92, que nous traînons jusque-là. C'est vrai, elle a été validée en aval par un référendum, mais c'était une constitution confligène qui venait d'une assise conflictuelle. Mais qui a été votée après 98%. Ça a donné quoi? Au bout de 30 ans, tous les acteurs, là, ce n'est pas que des jeux avec les insécurités juridiques qu'ils ont mis dans la constitution là, de l'époque pour éliminer Kofigo par-ci, pour se régler des comptes. Ils n'étaient pas, une fois de plus, dans un bon état d'esprit. Au lieu de se dire qu'on est en train de faire une transition d'un système de régime autoritaire et de parti unique vers un système multipartite et que le processus soit inclusif et qu'on rassure tout le monde, on dit aux gens en pleine conférence nationale qu'on est en train de repeindre les murs de la prison pour les prochains locataires. Quand vous êtes assis, vous avez le pouvoir, vous entendez ça, vous allez quitter. Même dans 30 ans, vous ne partirez pas. Vous vous accrochez parce que vous n'allez pas quitter là pour aller en prison. Bon, cette parenthèse, c'est pour dire que c'est un échec. Les méthodes qu'ils ont utilisées pendant cette période-là sont un échec complet. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas dans ces affaires-là. Je ne représente pas cette génération-là. Je ne suis pas dans ces business-là. Nous sommes une génération où on se parle. On essaie de bâtir ensemble et on laissera le peuple nous départager. C'est pourquoi nous sommes très à cheval sur les questions de transparence des élections, d'accès au PV dans les bureaux de vote et tout cela. Nous, c'est ça qui nous préoccupe. Si les populations nous ont voté, c'est bon. S'ils ne nous ont pas voté aussi, c'est bon. Mais que le processus soit transparent et que chacun connaisse son vrai poids. Que ça ne soit pas de façon subjective ou quand les journalistes ou quelqu'un vous aime, on vous encense partout et on pense que vous avez une vraie assise. Alors que peut-être vous ne pesez même pas, vous ne faites pas bouger l'aiguille sur une balance politique. Vous voyez. Donc, pour dire que lorsqu'on vous invite à discuter, venez vous asseoir. Quand vous êtes convaincu que justement vous avez raison, vous avez vraiment raison et vous en êtes convaincu, et vous avez les bons arguments,
vous avez les preuves, vous avez tout ce qu'il faut pour prouver que vous avez raison, mais vous êtes le plus relax. Vous venez à la discussion tranquillement, assis, convaincu que votre démonstration et votre argumentation va convaincre les autres s'ils sont de bonne foi. Et c'est ça que j'attends. Ce n'est pas de ne pas venir à la discussion et de faire des conférences de presse, des déclarations tapageuses. Nous avons de vrais problèmes qui sont la vie chère. On parlait du prix du carburant qui a augmenté, des prix du maïs qui sont augmentés, on a le Covid. Il faut améliorer la qualité de vie des Togolais. C'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Vous tenez à cette vie chère-là. Je vous demanderai tout à l'heure votre recette pour en découdre avec cette vie chère. Le temps de répondre à quelques téléspectateurs qui nous écrivent. Ils peuvent nous soumettre les questions. Vous aurez le plaisir de répondre à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je me fais le plaisir de commencer avec notre fidèle Richard depuis Cara, 91 62 16. 91 62 16. Que nous dit Monsieur Tagba aujourd'hui? Alors, j'ai une question à votre invité. Si la concertation nationale des acteurs politiques de notre pays rame cet état de choses, n'est-il pas l'effet de l'ego de ces acteurs qui veulent tout ramener à eux-mêmes, c'est-à-dire leurs intérêts strictement personnels, et manquent criard de leur volonté à faire avancer le Togo? Monsieur Alipi, notre téléspectateur, vous dit que vous manquez de volonté politique. Moi, je suis les acteurs. Bon, non, la volonté... Bon, il faut comprendre que le dialogue est initié par le gouvernement. Donc, il y a une volonté politique du gouvernement de faire asseoir les gens pour voir comment on peut améliorer l'existant. Nous avons été invités comme parti d'opposition, au même titre que les autres partis d'opposition, et nous sommes arrivés en toute bonne foi et nous travaillons en toute bonne foi. Je suis face à vous ici. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a un problème d'ego ou qui a des problèmes personnels qu'on doit aller régler dans ce dialogue? Non. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Quand les gens sont dehors, la vie est difficile comme elle est en ce moment, et qu'on vous fait asseoir pour régler des problèmes, il faut être suffisamment humble et avoir un peu de respect pour les autres pour ne pas penser que c'est tout ou rien. Si on ne fait pas ce que je veux, donc je m'en vais. Si on ne fait pas ce que je veux, donc c'est pas bon. Si on ne fait pas ce que je veux, donc le soleil doit se coucher maintenant. La vie ne fonctionne pas comme ça. 90 74 34, 90 74 34, question en deux volets. Prenons le deuxième volet. Pour lui, Dimon Auré n'a jamais dit quelque chose de plus diffamatoire ou de plus grave pour qu'on puisse l'envoyer en prison, contrairement aux propos tenus par la plupart des acteurs politiques de ce pays tous les jours que Dieu fait. Il n'a fait que des analyses sur son pays comparé à d'autres. Que dira-t-on des propos de Nicolas Lawson, de certains journalistes que nous connaissons? Ce n'est qu'un règlement de compte qui ne dit pas son nom. 90 74 34. Comme je vous l'ai déjà dit, et je ne souhaite pas que mes propos soient mal interprétés, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. J'estime que la place de Dimon Auré, c'est auprès de sa famille, à la maison, à la tête de son parti, en train de participer à la vie politique de façon responsable, en tenant des propos responsables. Les propos qu'il a tenus vis-à-vis du régime togolais sont inacceptables. Et les propos qu'il a tenus vis-à-vis de la France sont encore plus inacceptables. Ce que je suis en train de dire, c'est que, bon, la justice a fait son travail. On peut apprécier le travail de justice qui a été fait comme on veut. Moi, j'en appelle à la magnanimité du chef de l'État lorsque le moment sera opportun pour qu'il regagne sa maison. Parce que je ne pense pas que la place des Togolais soit en prison. Une fois qu'ils ont compris la leçon ou que les mesures correctives ont plus ou moins atteint leur objectif, il faut retourner dans la société. Cela dit, je ne veux pas vraiment créer de polémique avec l'affaire de Dimon Auré. On ne parle pas comme il l'a fait. Je veux dire, entre nous, puisque les gens insistent sur cette affaire-là, bon, quand même, entre nous. C'est vrai, la vie est dure. Nazi, il a une idée. Vous savez, vous tenez des propos antisémites ou vous rentrez dans ce champ-là, même dans les pays développés, vous allez avoir de sérieux, très sérieux problèmes. Ce n'est pas... C'est que... parlons de choses qui sont plus gaies, qui peuvent faire avancer le débat. Il a fait une erreur, à mon avis. Il est sous sanction. Bon, si
il reconnaît son erreur et que... Est-ce que vous avez plaidé pour son élargissement? Non. J'ai rencontré les autorités compétentes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a arrêté pour des questions de nature politique, ceci, ou c'est une affaire peut-être même commerciale? J'ai fait ces démarches-là. Ça, j'ai été rencontrer les autorités pour comprendre et rendre compte à mon chef, au président national, Gilchrist Olympio. Et vous n'êtes pas allé plus loin Quand j'ai vu ce qu'on lui reproche, et j'ai écouté aussi, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on se respecte quand même. Il a été loin. Et c'est pas pour faire plaisir à l'opinion que sur votre plateau, je vais dire non, mais le gouvernement, mais on n'aurait pas dû le cueillir comme si, comme... Quand on essaie de construire un pays et qu'on vous confie des responsabilités, vous avez déjà été ministre et vous êtes président de parti, tout le monde vous écoute. Vos propos ont une force, ont une portée, même si votre parti n'est pas le plus important. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais quand vous êtes dans l'espace public, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je ne peux pas venir dans ce studio parce que vous m'avez invité, que nous sommes dans une démocratie, et commencer à vous insulter, insulter votre papa, votre maman, vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça ne peut pas aller comme ça. Et c'est cette façon de faire la politique qui a fait que depuis 30 ans, on n'arrive pas à avoir l'alternance. Quand vous dites ça, ils sont encore fâchés, on va vous insulter encore plus. Mais moi, maintenant, on m'a tellement insulté que ça ne change plus rien. L'essentiel, c'est que ce que nous faisons porte des fruits pour faire avancer le Togo et que la population, peut-être dans 3 ans, 5 ans, 7 ans, bénéficie des fruits des politiques que nous menons aujourd'hui. 90 33 31 90 33 31, il vous a envoyé un long message, c'est Dikeni, un fidèle aussi qui nous écrit de la préfecture de Tchaoudjo, de Keji Kanjo. Que dit-il? Bonjour, le plateau, le thème de l'émission est révélateur. Cette situation que nous vivons au Togo est l'œuvre de l'UFC, tout désigné. En 90, les acteurs politiques avaient une façon brillante de négocier et ceci a permis d'obtenir beaucoup de choses, entre autres l'amnistie générale, la charte des partis politiques, la conférence nationale, la désignation du Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Les choses ont commencé par se dégrader avec l'arrivée de Gilchrist Olympio sur la scène politique. Il avait confondu la vengeance à la démocratie. La plupart des accords signés au Togo ont été rejetés par l'UFC. L'accord 4 de juillet 99. D'ailleurs, cet accord a été paraphé à l'époque par un inconnu de la scène politique, en l'occurrence Eric Amerdine. Et je peux dire que les dissensions internes ont commencé à partir de l'accord politique global. L'UFC est le premier a tué cet accord en refusant de soutenir Maître Agboiba au poste de Premier ministre. L'UFC a l'obligation morale de faire une tournée nationale pour faire son mea culpa. Le radicalisme ne construit pas la démocratie. Et Sofa Dikeni de Keji Kanjo, préfecture de Tchaoudjo. Si nous étions en boxe, je pense qu'on parlerait de un coup KO. Mais comme nous sommes en politique, on a plusieurs vies. Et comme dans les jeux vidéo, tu meurs, il te reste 2 vies, il te reste 3 vies. Non, plus sérieusement, je pense que l'équipe, le courant dominant de l'UFC aujourd'hui incarne une autre vision de faire la politique, qui est la vision actuelle de M. Olympio. Mais selon notre téléspectateur, avant la nouvelle vision, il faut faire mea culpa. Oui. Il faut dire aux Togolais que nous nous sommes trompés lourdement et présenter les excuses. C'est ce que semble dire Dikeni de je le comprends. Keji Kanjo. Si dans l'histoire, notre histoire troublée qu'il y a eu, notre action politique n'a pas été parfaite. Comme tout le monde qui essaye quelque chose ou qui veut faire quelque chose, nous avons fait des erreurs. Peut-être une partie des erreurs qu'il nous reproche, peut-être d'autres qu'il ne connaît pas. Donc, comme tout le monde, nous sommes susceptibles de faire des erreurs. Et si ça peut l'apaiser, je n'étais pas de cette génération-là. Mais, assumant notre héritage sans complexe, je peux lui dire que je suis vraiment désolé, je m'excuse pour les erreurs que nous aurions faites et l'impact que cela a eu, si c'est ce qui a ralenti notre marche vers la démocratie. Donc, si c'est de ça qu'il s'agit, pour demander pardon, ça, je peux demander pardon pour les erreurs que nous avons commises, en toute sincérité. Parce que nous ne faisons rien pour faire mal ou pour gâter. À ce moment-là, l'état d'esprit dans lequel on était faisait que c'était ce que nous voyions comme la bonne façon. Pas nous, c'était ce qui était au commandes, vous voyez, comme la bonne façon de faire les choses. Comme nous aussi, nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes en train d'essayer quelque chose aujourd'hui. Si ça ne marche pas, demain on va nous étiqueter.
Donc moi, en toute humilité, je dis oui, nous n'avons pas pensé mal faire. Si ça leur a causé des torts ou ça a causé des pertes, je m'en excuse. Et bon, de toute la façon, je porterai le message au président national et il appréciera. Mais tout le monde fait des erreurs. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, même moi, je fais des erreurs. L'essentiel, c'est de reconnaître à un moment donné qu'on fait des erreurs, de se corriger et d'évoluer. Vous voyez. Donc, bon, je pense avoir, j'espère, répondu et apaisé les inquiétudes de notre téléspectateur, de notre internaute. Alors, le président national, pour ouvrir une parenthèse, alors, quel est son positionnement aujourd'hui par rapport à la tête du parti? Parce qu'il y a un moment où il a décidé de se retirer de la tête du parti, puis rien. Pourquoi peine-t-il à apporter l'alternance à la tête de l'UFC? Finalement, je pensais qu'il n'y avait un deuxième coup KO. Hein. Non, là, je suis déjà à terre. Là, vous me marchez dessus. Nous sommes sortis du cadre de la boxe. Vous parlez d'alternance à un parti qui prône le changement. Non, vous savez, quand on a la dimension de M. Olympio, on a son expérience. Je pense qu'il est bien là où il est. Quand bien même, il est d'un certain âge. Il joue un rôle stabilisateur au sein de notre parti. Mais nous sommes conscients des très enjeux. Divisé par ailleurs. Hein. Non, qui parle de division? Je vous ai dit qu'il y a un courant minoritaire qui a des positions qui ne sont pas très loin de ce que vous entendez dans la rue et dans les chapelles qui ne vont nulle part. Mais ce n'est pas ce courant-là auquel appartient le président national. Le président national est un monsieur qui sait dire les vérités quand ça ne va pas. C'est un monsieur qui cherche le consensus, qui cherche l'apaisement, qui cherche des solutions. Bon, maintenant, tout le monde peut se réclamer de lui. Vous voyez combien de gens se réclament de Jésus et comment les églises sont différentes les unes des autres. Donc ça peut être aussi le cas. La plupart des partis que vous voyez qui ont un quelconque poids, il y a une bonne partie qui viennent de l'UFC. Donc nous sommes les aînés de la scène politique et donc c'est normal qu'il y ait plusieurs courants. En notre sein, même idéologiquement, il y a des sociodémocrates, il y a des socialistes, voire communistes. Il y a comme moi-même des libéraux, des gens qui font la promotion. Donc il y a de tout. Et lui, vraiment, comme un chef, il centralise, il harmonise, il stabilise. Donc, je le vois rester dans son rôle. Encore pour l'avenir. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire un changement maintenant. Maintenant, c'est une décision qui lui appartient. Vous voyez bien que je ne parlerai pas à sa place, mais il va bien. Il est à Paris depuis qu'il y a le Covid et le confinement. On lui parle régulièrement. Il donne ses instructions directement, il prend des décisions, il fait ce qu'il y a à faire, on lui fait des comptes rendus. Il est au courant que je suis là, même la discussion que nous avons, les détails, tout cela, il est au courant. Donc il n'y a vraiment pas de problème. À notre niveau, il y a des gens parfois, et ce n'est pas seulement à l'UFC, hein, c'est un peu partout, qui ne sont pas nécessairement des gens qui veulent avancer et qui veulent donner l'impression qu'il y a tout le temps un conflit. Et c'est ce qui leur permet d'exister. Nous sommes concentrés sur le travail de reconstruction du parti, de reprendre l'espace perdu pour redevenir un parti un peu plus important que nous ne le sommes maintenant. Et d'ailleurs, au moment où je suis ici en train de vous faire le bilan de la session parlementaire, on parle un peu de la CNAP. Le président de notre groupe parlementaire, le dynamique et compétent président Moïse Agbanou, est dans les plateaux en tournée. Il doit avoir fait 4 ou 5 préfectures ce week-end. Donc nous sommes en train de travailler et laisser la presse raconter ce qu'elle raconte. Hein, ce n'est pas totalement ou entièrement vrai. Pour conclure notre émission, on va revenir à la CNAP, au cadre de concertation des acteurs politiques. Quand est-ce que vos discussions vont prendre fin? Nos discussions prendront fin lorsqu'elles seront terminées. J'aimerais vous dire, nous ne sommes pas très loin de la fin. Quand elles ne sont pas circonscrites dans le temps, si, elles sont circonscrites dans le temps. 3 mois renouvelables. Bon, maintenant, à l'issue de ces 3 mois renouvelables, on verra s'il faut continuer. Mais on a fait l'essentiel du travail. Je pense que... Bon, je suis tenu au secret, donc je peux vous dire simplement que d'ici très peu de temps, et quand je dis très peu de temps, je dirais d'ici 1 mois, ou plus tôt, pour être conservateur, on pourrait avoir fini. Sous quelle forme les conclusions seront-elles servies?
Je dois avouer que j'apprécie votre façon de poser les questions. Hein. Ça change un tout petit peu. Merci pour le compliment. C'est structuré, concis, précis. Même quand on essaie de s'échapper, vous nous rattrapez. C'est intéressant. Elles prendront la forme d'un rapport avec des recommandations qui vont aller au gouvernement. Et du gouvernement, si cela a un impact sur des lois qu'il faut modifier, ça ira à l'Assemblée où nous allons apporter les modifications qui sont nécessaires. Bon, l'article 7 de l'arrêté il est public, donc je peux en parler, a mis le consensus comme mode de fonctionnement. Donc si on a un consensus là-bas, je pense qu'à moins que vraiment des choses importantes nous aient échappé, ce consensus va se poursuivre jusqu'à l'Assemblée et on va faire ces réformes-là pour continuer à faire avancer le Togo et améliorer la qualité de vie des Togolais. Les conclusions, donc, ne sont pas simplement consultatives. Non, parce que c'est encore, je reviens encore, puisqu'on est à la fin, ça nous a suivi cette question tout au long de l'émission, à la question de l'état d'esprit. Nous sommes dans un état d'esprit où nous avons dit que nous faisons tout par consensus. Donc si le matin, nous avons dit que, bon, par consensus, on va faire ceci. Bon, on va envoyer ça à l'imprimerie ou à un des décideurs pour réviser et envoyer ça. Et le soir, on va aller récupérer ça. Il n'y a pas de raison que ce qu'on a fait le matin change fondamentalement le soir. Question de cohérence, question de sérieux, question de respect des engagements pris. Donc, s'il y a des modifications à l'Assemblée, c'est peut-être des choses qui nous ont échappé, mais ça m'étonnerait. Parce que l'ambiance, elle est celle qu'elle est, elle est bonne. Nous travaillons de façon consensuelle. Et il n'est pas encore tard, puisque nous tirons à la fin de cette émission. J'invite les partis qui ont été invités à reprendre leur place à la table du dialogue. Parce que quel qu'en soit votre problème, même si vous décidez de vous agiter, tout finit toujours autour d'une table de discussion. Est-ce que c'est nécessaire encore de rejoindre la table de discussion? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le repas est pratiquement prêt. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si, à la prochaine réunion, un d'entre eux se pointe et arrive avec quelque chose qui nous a tous échappé, et que c'est vrai, et que c'est mieux pour les Togolais, il n'y a aucune raison qu'on n'en tienne pas compte. Vous savez, le Premier ministre Guillaume Kodjo disait que si nous identifions la vérité, que vous soyez le plus fort ou le plus majoritaire ou le plus petit ou le minoritaire, si c'est la vérité, on voit que c'est bon pour tout le monde, on va s'aligner derrière. Donc c'est la même chose, c'est le même état d'esprit dans lequel nous sommes à la CNAP. Mais en tant que chef de file de l'opposition, est-ce que vous n'avez pas un rôle plus actif envers ceux qui sont en dehors de ce cadre? C'est ce que je vous dis. En les appelant, j'écoute tout le monde. En allant chez eux, je suis très attentif. En les invitant. Je suis très attentif, mais je suis aussi prudent dans mes sorties parce que parfois vous voyez discuter avec quelqu'un et ce que vous allez entendre dans la presse ou ce que vous allez entendre comme récupération ne reflète pas du tout la discussion. Et je suis tombé quelquefois dans ce piège-là. Donc si on doit aller, c'est sous l'impulsion de notre président national et c'est de façon structurée avec plusieurs personnes et plusieurs oreilles écoutent et on fait le compte rendu et on fait ces démarches-là. Mais pour le moment, à part les quelques rencontres que j'ai faites, le plus j'écoute ce que tout le monde dit, on travaille et on voit ce qu'il faut, on emmène les idées, parce que c'est les idées qui sont importantes. À la fin de la journée, les personnes, bon, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. C'est les idées qu'elles portent qui peuvent faire avancer le pays. Certains demandent une synergie, une opposition beaucoup plus unie, travaillant dans une forme de synergie. Je suis parfaitement partant. Parce que comme je vous l'expliquais, il faut toujours un équilibre dans le pays. Quand tout le monde est du même côté, il n'y a plus d'équilibre. La balance, elle est comme ça. Mais il faut qu'on se comprenne bien. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la gouvernance qu'il faut améliorer dans le pays et la question de changement de gouvernance, de gouvernement, qui est la question de l'alternance. Il ne faut pas mélanger les deux. La question de changement de gouvernement, c'est quand il y a élection. On va pour choisir qui va être chef. Quand l'élection est finie, on se rassemble pour essayer de construire le pays. Chacun regagne son rôle. Personne ne perd son identité. Ceux qui sont proches de la majorité présidentielle sont là-bas. Nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes là. L'opposition, elle est plurielle. Sur les questions importantes, on s'entend au niveau de l'opposition quand c'est possible. Et ensuite, on cherche un consensus avec la majorité pour avancer. C'est cet état d'esprit dans lequel je suis. C'est cet état d'esprit dans lequel le président Olympio est. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous travaillons. Donc, c'est pourquoi vous ne m'entendez pas souvent parler de chef de file de l'opposition. Nous sommes au-dessus des autres. Nous ne travaillons pas avec un état d'esprit de statut où nous sommes supérieurs à l'autre. Nous travaillons dans un état d'esprit de travail d'équipe. On cherche des solutions aux problèmes. On ne cherche pas le coupable ou à être le héros.
Oui. Et pourquoi vous n'imprégnez pas des différentes organisations dans lesquelles vous êtes cet état d'esprit de consensus et de convivialité? Nous essayons. Vous savez, nous je parle sommes du Parlement de la CEDEAO, je parle du Parlement panafricain où vous en étiez Oui, allé jusqu'au... Il nous reste encore une minute ou deux, Ouais. parce que ce qui s'est passé là est relativement grave et mérite d'être discuté. En Afrique du Sud, nous sommes partis pour élire le président de l'institution, le Parlement panafricain. Ouais. Il me semble que le président sortant ne veut pas lâcher du Il ne lest veut pas non seulement face à une quitter, candidature mais de l'Afrique de l'Ouest. l'Afrique australe et l'Afrique du Sud, le pays de Mandela, pas l'Afrique du Sud. On ne va pas appeler le pays pour le comportement de quelques individus. Un certain nombre d'individus, un certain nombre de députés se sont illustrés de la plus mauvaise des manières, en bloquant le processus électoral, en s'emparant des urnes, en éteignant les lumières et en bloquant le processus électoral. Donc nous n'avons pas pu tenir les élections malheureusement parce qu'ils se sont rendus compte qu'une écrasante majorité se dégageait en faveur de la candidate du Mali, son Excellence Madame Aïchata Haïdara Cissé. Et ils ont donc bloqué le jeu. Mais vous savez, on ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Et il se lèvera nécessairement. Merci, honorable Ali Puy, Sénat, d'être passé dans ce studio pour un forum autour de l'actualité politique du Togo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et notre tour maintenant de dire merci, à notre tour de dire merci aux fidèles téléspectateurs pour leur amable fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.